le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Re-bienvenue, on accueille Jacques Renaud, podcast Logistique Québec. Oui, Jacques, on est content aujourd'hui de te recevoir. Puis l'objectif, c'est un peu de démystifier la différence entre la recherche académique puis le volet universitaire en logistique, mais aussi avec les entreprises, de regarder c'est quoi les ressemblances, les points où est-ce que entre l'université puis l'entreprise, c'est la même chose, ou à l'inverse, les gros écarts où est-ce que c'est bien beau en théorie à l'université, mais quand on arrive sur le marché du travail, c'est un peu plus différent. Fait qu'on voulait, premièrement, savoir un peu, selon toi, là, c'est quoi ces principaux écarts-là? Alors, bonjour. Puis oui, effectivement, écoute, c'est une excellente question. Hein? Je dis tout le temps, à l'université ou dans l'enseignement en général, on donne un coffre d'outils aux étudiants. On donne un coffre d'outils. Puis dans le coffre d'outils, tu as tes outils de base. Et puis, j'invente des proverbes. Là. C'est pas l'outil qui fait le menuisier. Là. Ouais. Dans ce sens que on te montre comment te servir des principaux concepts. Et puis après ça, tout dépendant de l'industrie ou de l'entreprise dans laquelle tu vas aller, tu vas utiliser certains de ces outils-là plus ou moins. Et puis, eux, ils vont te montrer comment les manier à leur façon. OK. Tu sais, par exemple, moi, je donne un cours de distribution entreposage. Mes étudiants, je les ai pendant 45 heures. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'ils aient vu tous les outils, mais il faut quand même être réaliste. Là. En 45 heures, ils vont faire ça en 2 semaines de travail quand ils vont être engagés. Là. Ouais. Donc, on leur montre les bases, on leur montre les concepts, le vocabulaire. On essaie d'être le plus proche possible de ce à quoi ils vont faire face en entreprise. Mais il faut comprendre que quand ils vont être engagés, ça se peut que quelqu'un les mette pendant 2 semaines sur un logiciel, puis là, ils vont compter 60 heures en ligne, ce qui est plus qu'un cours d'une session. Oui. Donc, il faut quand même aussi avoir cette... On fait avec le temps qu'on a, on leur donne le plus de connaissances possible, puis surtout, on les rend capables d'en acquérir d'autres. Et tout dépendant de l'entreprise, le marché ou l'endroit où est-ce qu'ils vont aller travailler, s'ils ont les bonnes bases, ils vont être en mesure, après ça, de poursuivre leur formation. Donc, je pense que c'est vraiment comme un début de formation qu'on doit essayer de donner. C'est sûr aussi qu'il y a des domaines où est-ce qu'il y a des ordres professionnels. Ouais. Donc, eux, c'est by the book, c'est collé à l'ordre professionnel. Donc, la formation universitaire, dans ces cas-là, est exactement ce que le marché veut. Là. Ouais. Qu'on pense à pharmacie, médecine, comptabilité ou des planificateurs financiers, des choses comme ça. Ouais. Dans des domaines plus ouverts comme nous autres, la logistique, la chaîne d'approvisionnement, aller travailler dans une entreprise de services, manufacturière, un centre de distribution ou de transport, c'est complètement différent. Ouais. Même si c'est un langage ou un vocabulaire qui unifie tout ça, c'est difficile de dire une formation va te permettre d'aller travailler dans tout ça. Là. Tu sais, il y a un écart entre l'attente de l'entreprise puis l'étudiant qui sort de l'université. Puis là, à un moment donné, l'étudiant, on appelle ça, on en a parlé dans un podcast précédent, il frappe comme un mur. Mais en gros, là, c'est pas qu'il frappe un mur, c'est que les attentes sont peut-être très élevées aussi du côté de l'entreprise. Puis comme tu as dit, ils ont travaillé 45 heures sur un cours précis. Là, 45 heures en logistique, c'est moins qu'une semaine de travail. Absolument. Fait que c'est certain qu'à un moment donné, il y a l'air d'avoir un écart entre le monde théorique à l'université versus le monde réel de l'entreprise, mais l'écart est expliqué beaucoup par ça. Là. Ouais. Puis aussi, je pense qu'il y a, il y a ce qu'on s'attend de quelqu'un de façon pointue, c'est-à-dire, on engage quelqu'un en logistique puis on voudrait qu'il fasse ça. Mais en même temps, puis là, Maud est le parfait exemple. Pour que quelqu'un chemine bien dans une entreprise, il faut qu'il connaisse la comptabilité. Il faut qu'il soit capable de lire éventuellement des états financiers. Clairement. Parce que s'il a piloté un projet, il va falloir qu'il en fasse peut-être le financement, qu'il comprenne ce que ça veut dire financer un projet avec des taux de rendement. Donc, en même temps, c'est toute cet individu-là, cette personne-là au complet que l'université ou n'importe quel programme de formation essaie de
de former. Mm. Donc, oui, tu dis, cette personne-là, elle ne savait pas telle affaire, hein? Mais dans sa carrière, elle va prendre 2, 3, 4 postes, puis elle a la formation parce qu'elle a les connaissances de base dans différents domaines qui lui permettent aussi de progresser. Donc, c'est un peu... Ben moi, je le vis un peu avec plusieurs personnes de mon entourage qui ont gradué en même temps que moi, puis tout le monde a un peu le discours de hey, j'apprends tellement plus sur sur le marché du travail qu'à l'école. Mais d'un autre sens, ça dépend de ta vision de l'université. L'université n'est pas censée te donner une liste de règlements puis dire bon, ben c'est ça la vie du travail. Au final, je pense que l'exemple du coffre d'outils, c'est le meilleur parce que moi, finalement, je suis tout le temps capable de réappliquer des choses dans mon travail que j'ai vues d'une certaine façon à l'université. Mais c'est ça, j'assistais à mes cours, j'écoutais, puis je prenais le temps d'assimiler les outils et non juste faire le par cœur de « voici ce que j'ai appris, voici l'examen ». Je pense que la différence est là. Puis aussi, c'est en ayant des professeurs qui sont capables de rejoindre aussi le milieu pratique puis le milieu académique. Je me souviens dans tes cours qu'on voyait des exemples, par exemple, d'automatisation, qu'on allait visiter des centres de distribution. Toi, tu le fais bien dans tes cours, mais as-tu des exemples de façon où est-ce qu'on est capable de rapprocher le monde du travail puis d'essayer de réduire un peu le saut que les étudiants ont à apprendre une fois qu'ils rentrent, qu'ils font la transition. Voici ton diplôme, puis demain matin, tu commences à travailler à temps plein. Mais je pense que tu l'as bien dit, puis c'est important aussi de s'ajuster où est-ce qu'on est rendu dans le cursus des étudiants. Les étudiants de première année, des fois, ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils veulent aller. Donc là, on peut s'entendre que c'est peut-être des cours qu'on va dire un peu plus théoriques. Là. Moi, je suis plutôt vers la fin des cheminements, donc je pense que c'est important de les amener dans des centres de distribution, dans des entreprises, de faire venir des conférenciers qui assistent à des présentations, puis d'essayer de les mettre le plus possible en contact avec le milieu des affaires. Ça, c'est un rôle, je pense, qu'on doit faire quand on est impliqué avec des finissants puis des gens qui vont aller sur le milieu du travail. Donc ça, c'est une certaine responsabilité qu'on a envers eux de les mettre en contact. Puis en même temps, moi, je la prends un peu personnelle aussi parce que faut moi-même que je sorte, tu sais. Il faut que j'en visite des centres. Il faut que j'aille à des congrès professionnels pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Il faut être abonné soit à des podcasts, soit à des revues, soit à des newsletters. Puis là, que tu regardes, gadon, telle entreprise, Groupe Robert, il vient d'ouvrir à Boucherville ou oups, il vient de se fermer telle autoroute à tel endroit ou il vient d'avoir tel règlement sur le transport routier. Si tu n'es pas connecté sur ton monde, c'est tous des petits détails que tu peux passer, puis il faut que les gens développent leur culture logistique. Ouais. Moi, je dis souvent ça, essayer d'avoir, c'est quoi as-tu un feeling logistique, as-tu une culture? Quand il y a eu la pandémie, as-tu pensé déjà à tout ce qui s'en venait? Là? Quand il y a une catastrophe quelconque ou une augmentation des prix du carburant, c'est pas grave, moi, je prends pas mon auto. Non, c'est parce que c'est le prix de tes aliments, là, c'est le prix du transport, c'est tout, là. Donc, il faut que c'est cette formation-là générale, globale, qu'on essaie d'inculquer, puis qui fait en sorte que les gens, oui, ils ont leur théorie, mais ils ont cette vision-là un peu plus large des choses. Puis je pense que quand ils arrivent sur le marché du travail, c'est souvent ce qui fait la différence entre une bonne personne puis quelqu'un qui est excellente. Là. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, le directeur du programme, le professeur universitaire, c'est un chercheur à la base, on s'entend. Il a étudié, c'est un chercheur. Comment que c'est un monde-là de la recherche, là, tu l'exprimes bien de le transiter vers le monde des affaires, mais comment ce monde-là de la recherche est nécessaire dans le monde des affaires, dans le reste? Là, es-tu capable de nous parler de comment ça pourrait être nécessaire? Oui, tout à fait. Je vais parler évidemment pour le domaine de l'administration, en tout cas la logistique. Oui. Il y a on forme deux grands types de recherche. On a de la recherche académique, mais j'ai aussi de mes étudiants de doctorat qui sont dans l'industriel, donc qui font de la recherche industrielle. C'est eux qui développent les logiciels, dans certains cas, qui vont être dans les centres de distribution ou qui sont embarqués dans les camions ou qui forment certains outils de base, par exemple, dans des systèmes de gestion d'entrepôt ou dans des systèmes de planification de transport. Ouais. Donc, il y a ça aussi qui est à la base de ça. Il y a toute la recherche qu'on ne voit pas,
qui est maintenant intégré dans nos vies comme si rien n'était, là, puis c'est aussi simple qu'ouvrir un Google Maps ou un Waze, Ouais. où en une microseconde, tu as un chemin qui apparaît. Mais il y a un algorithme à quelque part qui résout ce chemin-là. Il y a quelqu'un qui a réussi à configurer une province ou un pays à l'intérieur d'un réseau, puis que toi, quand tu payes sur le petit piton, il te trouve le meilleur chemin en temps, le chemin sans péage ou même le chemin qui va te... Éviter les autoroutes. Exactement. Donc, ça, c'est de la recherche opérationnelle de hyper haut niveau qui est en arrière de ça, mais on ne la voit pas. Donc, c'est toutes ces petites améliorations-là. Les séquences de planification de tournée, vous avez investi dans des nouveaux systèmes informatiques ou des nouveaux systèmes automatisés de préparation de commandes. La programmation des logiciels en arrière, c'est des gens qui ont pensé à dans quelle séquence il faut que les opérations se suivent, puis comment on séquence, par exemple, le tapis avec le moment où les produits sont projetés dans le convoyeur. Tout ça, ça a été programmé, pensé, réfléchi pour que l'objet soit le plus efficace possible. Ça, c'est souvent de la recherche qui est en arrière de ça. Des configurations de réseau, de transport, des horaires d'autobus, ou les logiciels même qui font les horaires d'autobus pour respecter les contraintes des horaires des équipages ou tout simplement des chauffeurs. Sans est toutes ces choses-là. Là, ouais. C'est vraiment large. Exactement, c'est très large. Là, Ben, je pense que les entreprises, des fois, ne réalisent pas que les universités ont de l'intérêt justement à faire des projets qui sont pratiques. Moi, de mon côté, c'est un peu un non négociable que j'ai besoin de pratique dans l'ensemble de mes projets de recherche, puis je trouve ça intéressant quand il y a des entreprises qui sont ouvertes, puis à date, j'ai eu la chance de pouvoir faire tous mes projets avec des entreprises, mais c'est pas tous les étudiants qui sont capables de se trouver des projets pratiques, justement à cause que un peu les mondes des affaires ne le savent pas, puis les entreprises ne le savent pas. Comment ça arrive un peu le contact entre les centres de recherche ou l'université puis les entreprises? C'est-tu des anciens étudiants qui finalement commencent à travailler, qui sont au courant de ça, ou s'il y en a qui... La relation, puis le... Moi, puis Jacques, on en est un exemple. Non, mais le recrutement un peu, puis le match entre les étudiants puis les projets, ça se passe comment? Je dirais qu'il y a à peu près... Bien, premièrement, il y a des domaines où la relation industrie-recherche est beaucoup plus développée, je vais dire. Dans l'agroalimentaire, c'est surprenant. Okay. Vraiment, là, alimentation, tout le marketing ou le développement de produits, c'est très proche des universités. Sciences et génie, le photonique, l'optique, des trucs comme ça, le milieu est très proche des universités. Dans le domaine de la logistique, ça commence à être... Le réflexe commence à être plus là. Je pense parce qu'aussi, on est plus présent au niveau des universités, mais les gens ne pensaient pas nécessairement, c'était pas le réflexe de dire on va se tourner vers une faculté d'administration ou de sciences et génie pour essayer d'optimiser ou d'avoir des réponses à nos questions sur certains éléments. Là, maintenant, le réflexe est plus là. Oui, tu le sens venir, ça. Oui. Ouais, okay. Et puis, il faut aussi briser un peu le mythe de la recherche, je vais dire... fondamentale. Là. On optimise telle fonction mathématique. Ça peut être... On fait beaucoup de recherches appliquées. Ça peut être, par exemple, comme toi, tu l'as fait, sur une entreprise qui se demande si elle doit investir dans des trains routiers. Au lieu de continuer à... eux, peut-être que ça leur prendrait 200 heures pour faire toutes ces analyses-là, puis toutes ces planifications-là, puis éventuellement des simulations, créer des trajets, faire toutes sortes d'analyses. Ils ne le feront pas ou ils vont y aller un peu... selon leur expérience, mais sans le calculer. Exactement. Ils vont y aller dans leur réalité. Des fois, alors que ça peut être un super projet pour un étudiant, une étudiante de se concentrer là-dessus, de faire toutes les analyses, puis de dire, dans votre contexte, c'est payant, puis voici de quelle façon il faut le faire. Puis après ça, basé sur ça, là, l'entreprise, elle, va s'approprier ce travail-là, puis va le mettre à sa réalité. Là. Vraiment intéressant.
Oui. Puis est-ce que, là, tu as un exemple du projet que moi j'ai fait, mais sinon, en tant que chercheur, est-ce qu'il y a certains projets dans les dernières années que tu as eu l'occasion de faire qui sont intéressants? Tu sais, moi, pour avoir déjà discuté avec certains professeurs, il y en a qui travaillent en collaboration avec les gouvernements aussi pour optimiser certaines, que ce soit les réseaux de transport et tout ça. Il y a d'autres projets. Je sais qu'au niveau, on ne peut pas nommer les entreprises, question de confidentialité des Ouais, projets tout de à fait. recherche, mais... Par exemple, on a travaillé avec des entreprises qui ouvrent des nouveaux centres de distribution et qui veulent savoir comment redéployer les produits ou leur flux de transport à l'intérieur de ce nouveau centre de distribution-là. Ouais. J'ai des collègues qui ont fait des choses en déneigement, OK. donc le ramassage de la neige dans certaines Ouais. municipalités. Juste réoptimiser les routes. Parfois, les compagnies, ils prennent les mêmes routes depuis 5 ans, mais le quartier est 2 fois plus grand. Il y a plus de routes, il y a plus de monde. Bon, alors ça en est. Déneigement, ramassage des ordures. Tu sens-tu l'avènement du e-com aussi? Tu sens-tu une effervescence par rapport à ça? Ce qu'on voit beaucoup, évidemment, c'est ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. Oui. Et ça, étrangement, il y a des domaines où, tantôt je parlais de la distinction entre la recherche académique et la recherche industrielle. C'est vraiment un domaine où la recherche industrielle a été plus rapide que la recherche académique jusqu'à un certain point. OK. Ouais. Le fameux last miles. Là. Ouais, puis Ouais. tu sais, des trucs comme Waze là, Ouais. ou comme Uber, ils ont été vraiment précurseurs. Là. Ils ont OK. été à l'avant de beaucoup, beaucoup de tendances. Des systèmes comme Waze ou Google Maps ont commencé à faire du transport puis à considérer le trafic avant que les logiciels commerciaux le fassent. C'est intéressant. Donc, ils ça. ont vraiment... Là, maintenant, les logiciels de planification de tournée dans les compagnies vont probablement aller voir ces géants-là pour se connecter sur leur base de données Mais ouais. puis être capable de planifier. Tu n'envoies pas ta flotte de camions dans le trafic dans le centre-ville de Québec ou de Montréal à telle heure, parce que tu sais que tu perds ton temps. Les répartiteurs l'avaient, mais les logiciels ne l'avaient pas encore. Maintenant, ils sont en train de l'intégrer parce que... Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est un exemple vraiment... Je pense que c'est le plus bel exemple où est-ce que la recherche industrielle a été très loin en avant. Là. Ben, Wow. un peu, même avec les automatisations dans les entrepôts, moi, je le vois dans mes lectures, là, tous les centres qui sont axés sur le e-commerce aussi commencent à énormément avoir de littérature là-dessus, mais au final, les robots étaient présents dans les entrepôts avant Ouais. que... puis là, on commence à s'y intéresser puis à essayer de les optimiser parce que je pense que pour le côté pratique puis en industrie, c'est super intéressant de faire de l'automatisation. Les entreprises vont se lancer un peu là-dedans, mais au final, c'est pas tout le monde qui a l'expertise pour comprendre comment l'optimiser, ce système-là, puis le pousser jusqu'à la capacité maximale que le fournisseur d'automatisation propose. Là. Moi, souvent, ce que j'entends, c'est « Ah oui, on s'était fait promettre tel niveau d'automatisation, puis on n'est pas capable de l'atteindre, mais c'est peut-être pas l'entreprise, le fournisseur qui avait pas raison, c'est peut-être la façon que l'entreprise l'utilise des fois qui Exactement. peut être poussée. C'est pas impossible. Puis effectivement, comme tu dis, ces fournisseurs d'automatisation-là, eux ont des départements de recherche. Ouais. Puis souvent, ça va être des finissants qui ont fini avec un doctorat, qui vont aller en industrie, puis qui vont être dans ces départements de recherche-là. Donc, elle disparaît un peu de l'académique. Nous, on la voit moins dans nos radars. Ouais. Et puis elle se concentre dans des grandes entreprises qui font beaucoup de R&D, justement, de la recherche et développement. Ça le dit, c'est de la recherche et du développement. Et puis eux, pour des raisons probablement commerciales, ça revient pas. Ça prend, il y a un délai entre ce qu'eux font puis comment est-ce que ça revient dans l'académique ou comment ça revient. Ah, voici tel type de robot autonome. Hop, à moins que tu connaisses l'entreprise, tu le savais. Ça sort d'où? Exactement. Exactement, j'aime ça. Les petits robots qui volent, là. Ouais. Ben, le monde avait pensé à ça déjà, des robots qui se promènent tout seuls dans l'entreprise, jusqu'à temps que tu les vois fonctionner, puis là, tu dis « Hey, attends un peu, là, on a manqué quelque chose, ça fonctionne. » là. Ben, il y avait des centaines de personnes pendant des années qui ont réfléchi à toute la logistique, comment que ça se promène sans robot dans un entrepôt, sans se rentrer dedans, en prenant tout le temps le bon chemin. Puis le robot va toujours prendre le bon équipement au bon endroit. C'est des armées de programmation, des armées de règles de décision qui ont été faites en arrière de ça.
Hey, c'est super ouais, je trouve ça intéressant. intéressant. Puis j'ai une petite dernière question, là, parce qu'on a mentionné que certaines entreprises vont aller chercher les récents gradués au doctorat. C'est quoi un peu la répartition entre les étudiants qui, finalement, vont rester dans le monde académique ou vont aller travailler en entreprise? Puis moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que des fois, les entreprises sont frileuses à faire l'embauche d'étudiants ou de nouvellement gradués au doctorat parce que, tu sais, ils vont avoir plusieurs années d'expérience, mais seulement académique. Donc, finalement, ils se ramassent un peu comme juniors parce qu'ils n'ont pas d'expérience en entreprise. Tu vois ça comment? Ouais, je te dirais que ça dépend beaucoup des niveaux. Si on parle du niveau du bac, ouais. Oh mon Dieu, les étudiants, ils se font engager extrêmement rapidement. Ouais. Là. Au niveau du bac, là, ouais. quelqu'un qui est allumé puis s'il a un petit peu de connaissance d'anglais en plus, là, c'est engagé tout de suite. Au niveau de la maîtrise, souvent, il y en a déjà qui travaillent beaucoup. C'est effarant le nombre de nos étudiants qui travaillent à temps partiel ou à temps plein déjà à la maîtrise. Donc, eux autres non plus, c'est pas vraiment une problématique. Au niveau du doctorat, on en a peut-être la moitié qui vont aller dans des carrières universitaires. Et on en voit beaucoup qui vont aller dans des boîtes de consultants ou dans des grandes entreprises. C'est sûr que tu vises un autre marché, là. Ouais. La petite PME du coin n'a pas le salaire n'a pas la masse salariale ou la capacité pour avoir un département de recherche opérationnelle. Ouais. Mais tu peux te retrouver chez Air Canada, par exemple. Tu peux te retrouver dans plein d'autres grosses entreprises qui, eux, font du développement. Donc, ils vont se retrouver un peu partout. On en a... t'as des anciens collègues qui sont rendus chez Amazon. On en a d'autres qui sont un peu partout. Là, Le marché est global là, à ce niveau-là. Tu peux te retrouver dans n'importe quel type d'entreprise. Il y a tout le big data aussi maintenant, toute l'analytique d'affaires. Donc, il y a toutes sortes d'opportunités. Là. Bon, ben, hey, c'est intéressant, puis on pourrait continuer encore longtemps. Mais on va mettre fin à cette portion-là du podcast. Merci Hey, c'est un beaucoup. plaisir. Merci beaucoup, Jean.